Bonjour tout le monde, on commence aujourd'hui la notion des nombres complexes. On est toujours dans la partie 1 de cours où on parle de la géométrie analytique et des nombres complexes. Je vous rappelle qu'il ne suffit pas juste de regarder les vidéos. Bien sûr, les vidéos, ça donne une idée, un sommaire, ce que la section contient. Il faut lire les détails de chaque section aussi, puis faire les exercices. Bon, c'est quoi les nombres complexes? Comme c'est expliqué peut-être dans le plan de cours, ça c'est un prérequis du cours. Donc, on suppose que les étudiants ont une idée des nombres complexes, l'ont vu avant. Mais écoutez, la matière inclue dans Brightspace est complète, dans le sens que même si vous ne l'avez pas vu avant, c'est expliqué en détail. Alors, l'idée c'est que si on essaie de résoudre cette équation x carré plus 1 égale à 0, ça nous donne que x carré égale à moins 1, et bien sûr, cette équation n'a pas de racine réelle, il n'y a pas de nombre réel qui satisfont cette équation. Donc, les mathématiciens ont travaillé sur une solution de ça. Je ne veux pas aller trop en détail dans les détails algébriques ou analytiques de la structure des nombres complexes, mais tout ce que je peux vous dire à ce point, c'est que, bon là, ils ont créé ils ont trouvé un nombre i, on va l'appeler i ce nombre, qui satisfait i au carré égale à moins 1. Donc ça, c'est l'idée clé des nombres complexes. Il existe un nombre i, une expression i, telle que i au carré égale à moins 1. Retenez ça comme une règle pour vous dans ce cours. I, c'est un nombre imaginaire, tel que i au carré donne moins 1. C'est tout ce que je vous demande de savoir à ce point. Alors, si on accepte cette expression, alors un nombre complexe est une expression sous la forme z égale a plus ib. Donc z est un nombre complexe si on peut l'écrire sous la forme a plus ib, où a et b sont deux nombres réels, appartiennent à R, deux nombres réels, puis i, c'est ce nombre magique qui satisfait i au carré égale à moins 1. A s'appelle la partie réelle du nombre complexe z, et b s'appelle la partie imaginaire du nombre complexe z. Donc, on les note comme RE de Z pour dire réel, et on les note comme IM Z pour dire imaginaire. Donc, chaque nombre complexe a une partie réelle, puis une partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est le coefficient de I dans l'expression de Z. En passant, cette écriture du nombre complexe s'appelle expression algébrique ou standard du nombre complexe. On va voir une autre expression de nombre complexe qui s'appelle la forme polaire. Donc, ça s'appelle la forme algébrique ou standard. Donc, bref, un nombre complexe est une expression de la forme a plus ib. A et b sont deux nombres réels, n'importe lesquels. I, c'est un nombre imaginaire tel que i au carré égale à moins 1. Bon, alors, l'ensemble des nombres complexes, on les note comme C, comme ça. Ça, c'est la notation de la collection, l'ensemble de tous les nombres complexes. Voici un exemple. Alors, z égale moins 3 demi plus i racine carrée de 3. Alors ça c'est un nombre complexe. Cette partie c'est la partie réelle de z, et racine carrée de 3 c'est la partie imaginaire de z. En passant ici, il faut poser la question, est-ce qu'un nombre réel est un nombre complexe en particulier? La réponse est oui. Donc si je prends un nombre réel z je peux l'écrire comme z plus i fois 0, n'est-ce pas? Si z est un nombre réel, alors cette expression est de la forme standard d'un nombre complexe. Donc, bref, tout nombre réel, et en particulier un nombre complexe, avec partie imaginaire égale à 0. Ce qui fait que l'ensemble des nombres réels est une partie de l'ensemble des nombres complexes. C'est inclus dans l'ensemble des nombres complexes. OK? Donc ça, c'est la forme standard d'un nombre complexe. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le nombre complexe? Les mêmes opérations arithmétique qu'on peut faire sur les nombres réels. Exactement, ça marche comme ça, avec les mêmes propriétés. Alors, étant donné deux nombres complexes, disons Z1 égale A1 plus I B1 et Z2 égale A2 plus I B2, supposons qu'on a deux nombres complexes écrits sous forme standard, on peut les ajouter, donc il y a la notion d'addition. Comment j'ajoute les nombres complexes? Exactement de la façon intuitive, c'est-à-dire partie réelle plus la partie réelle, A1 plus A2, plus I fois, si j'ajoute ça à ça, B1 plus B2. Ça, c'est le nombre complexe qui s'appelle l'addition de
Z1 et Z2. On l'ajoute exactement comme on faisait toujours. On peut faire une soustraction de la même manière. Donc la soustraction n'est pas assez bizarre que ça. C'est juste, alors c'est quoi Z1 moins Z2, disons. Hein? Donc ça moins ça, donc ça fait A1 moins A2. A1 moins A2 plus I fois B1 moins B2, n'est-ce pas? Si vous voulez, vous allez faire IB1 moins IB2, c'est-à-dire I fois B1 moins B2. Donc, la partie réelle de cette soustraction, c'est A1 moins A2, et la partie imaginaire, c'est B1 moins B2. On peut faire aussi une multiplication. Bon, pour la multiplication, c'est la même chose qu'on fait pour les réels. Imaginez qu'on distribue pour les nombres réels. Alors, c'est quoi Z1 fois Z2? Ça, c'est A1 plus IB1, multiplié par A2 plus IB2. On multiplie ces deux nombres complexes. Et on distribue comme on multiplie les nombres réels. Donc là, c'est A1 fois A2. Ça, c'est égal. Ensuite, A1 fois IB2, donc plus I fois A1 B2, plus IB1 fois A2, donc I fois A2 B1, si vous voulez, ça fois ça. Et finalement, ça fois ça, I au carré, B1 B2. N'est-ce pas? Je développe comme d'habitude, je distribue comme d'habitude, je trouve cette expression. La seule chose ici, il faut se rappeler que ce I au carré, c'est juste moins 1. Ce I au carré, c'est moins 1. Ce qui fait que le développement de ça donne A1, A2. Ça, c'est une partie réelle maintenant parce que ça, c'est moins 1. Donc, moins B1, B2. Comme ça. Et plus I fois, je prends le I en facteur ici et là. A1, B2. Plus A2, B1. Donc, voici comment je multiplie des nombres complexes. Avant de faire la division, là, une autre opération qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le conjugué. Qu'est-ce que c'est que le conjugué du nombre complexe Z? Donc, étant donné un nombre complexe écrit sous forme standard, A plus IB, c'est quoi le conjugué? Le conjugué, c'est le nombre complexe qu'on note Z bar, donc Z bar, un trait par-dessus de Z, ça s'appelle le conjugué. C'est la même chose ici, sauf que la partie imaginaire est changée de signe, c'est-à-dire A moins IB. Donc, le conjugué d'un nombre complexe, Z, c'est le nombre complexe A moins IB. Même partie réelle, mais partie imaginaire opposée. Okay? Par exemple, ici, si je vous donne le nombre complexe Z égale moins 3 plus 2i, voici un nombre complexe écrit sous forme standard. C'est quoi son conjugué, Z bar? Z bar, c'est la même partie réelle et je change le signe de la partie imaginaire, moins 2. Ça, c'est le conjugué. Alright? Une fois qu'on a défini le conjugué, on peut parler un peu de division. Comment je divise de nombres complexes. Comment je peux savoir la partie réelle et la partie imaginaire de la division. Donc, division, je sais pas si c'est cinquième, division. Alors, bon, supposons qu'on a deux nombres. Je vais faire un exemple tout de suite. Supposons qu'on a le nombre complexe Z1 égale 2 moins I et le nombre complexe Z2 égale 1 plus 3I. Voici deux nombres complexes. Quel est leur rapport? C'est quoi la division de Z1 par Z2? Donc, Z1 par Z2, c'est 2 moins I divisé par 1 plus 3I. N'est-ce pas? Ça, c'est Z1 divisé par Z2. Mais ça, c'est pas utile. Ça, pour nous, c'est pas utile. Parce que pour chaque nombre complexe, on doit savoir c'est quoi sa partie réelle, c'est quoi sa partie imaginaire. Ici, ni l'une ni l'autre est clair. C'est quoi la partie réelle de ça, c'est quoi la partie imaginaire. Donc, pour en sortir de ce dilemme, ce qu'on va faire, c'est on regarde le dénominateur, ce nombre complexe, on multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. C'est-à-dire, je vais faire ça, 2 moins i, ensuite le conjugué de ça qui est 1 moins 3i, et je fais de même en bas, 1 plus 3i, 1 moins 3i. Donc je multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Donc à chaque fois qu'on veut
trouver la partie réelle et la partie imaginaire de la division du rapport de deux nombres complexes, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Alors, pourquoi ça c'est avantageux? Regardez ici, on développe, on trouve 2, moins 6i, ensuite moins i, il faut faire attention ici, plus 3i au carré, donc plus 3i au carré, je développe le numérateur. Et au dénominateur, regardez le dénominateur, c'est la forme a plus b, a moins b. Donc on utilise la formule a carré moins b au carré, ou bien, si vous ne voulez pas, juste développer comme d'habitude. 1 fois 1 c'est 1, 1 fois moins 3i c'est moins 3i, 3i fois 1 c'est plus 3i, et finalement ça fois ça, ça donne moins 9i au carré. Voici le développement complet. Voilà, donc qu'est-ce qui reste? En haut, n'oubliez pas que i au carré c'est moins 1. Donc ici ça donne moins 3. 2 moins 3 ça fait moins 1. Et moins 6i moins i ça fait moins 7i. Et je divise par qu'est-ce qui reste en bas. Et donc moins 3i plus 3i ça s'en va. Et i au carré c'est moins 1 toujours. I au carré c'est moins 1. Donc ça donne plus 9 ici. 1 plus 9 ça donne 10. Ce qui fait que ça c'est moins 1 dixième, moins 1 sur 10, moins 7 dixièmes i. Donc ça c'est la partie réelle de ce nombre complexe, et ça c'est la partie imaginaire. Ouais. Donc multiplier un nombre complexe par son conjugué nous donne toujours un nombre réel. Et ce n'est pas une coïncidence. Ça. Ouais. Donc bref, étant donné le rapport, la fraction de deux nombres complexes, la division de deux nombres complexes, pour trouver la partie réelle et la partie imaginaire du résultat, du quotient, on multiplie en haut et en bas par le conjugué du nombre complexe qui est en bas. Comme je fais ici, on ne change pas la fraction, on multiplie par la même chose en haut et en bas. On développe, l'avantage ici c'est que le dénominateur, qui est la forme z bar, va être un nombre réel toujours. Et comme ça, on devine la partie réelle et la partie imaginaire. Une autre opération importante, c'est la notion de valeur absolue de nombre complexe. Parfois, on dit module. Ça dépend. Alors, valeur absolue ou bien module, comme vous voulez. Donc, étant donné un nombre complexe z, sous la forme standard, a plus ib, ou bien a plus bi, on voulait l'écrire, le module, ou bien la valeur absolue de z, est noté comme ça. Donc, c'est juste une définition. La valeur absolue de z, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alright? Donc je prends la partie réelle, je laisse ça au carré. Je prends la partie imaginaire, je laisse ça au carré. J'ajoute et je prends la racine carrée. Ça s'appelle la valeur absolue, ou bien le module du nombre complexe. Par exemple, c'est quoi le module de... étant donné z égale moins 3 plus 2 fois i, ce nombre complexe. C'est quoi le module de ça? Bon, alors, la valeur absolue de ça, c'est racine carrée de moins 3 au carré qui est 9, plus 2 au carré qui est 4, ça donne racine carrée de 13. Alright? Donc ça, c'est la notion du module du nombre complexe. Et si vous voulez maintenant faire quelques exercices sur la forme standard, vous êtes prêt à le faire. On va parler tout de suite alors de la forme polaire, qui est une forme assez importante, donc forme polaire du nombre complexe. Et ça, c'est une chose que vous allez voir dans d'autres cours sûrement, électronique, génie, n'importe quoi. C'est une notion assez importante, la notion de la forme polaire d'un nombre complexe. Donc, étant donné un nombre complexe z égale a plus ib, écrite sous la forme standard, il y a une représentation géométrique de ce nombre complexe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans le plan cartésien, le plan avec un repère x, y, puis origine O, alors on représente le point de coordonnées AB. Donc, je prends la partie réelle comme abscisse, la partie imaginaire comme ordonnée, et je représente le point ici dans le plan, le point M, ayant comme coordonnées A et B. Comme ça. Alors, et je forme le vecteur OM, comme ça. Alright? Alors, le nombre complexe Z est représenté par le vecteur OM.
Le vecteur OM représente le nombre complexe Z. Ça s'appelle une représentation géométrique du nombre complexe. Alors, par exemple, si je prends le nombre complexe Z égale à moins 1 plus 2i, alors je le représente dans le plan cartésien de cette façon. Je considère le point de coordonnées moins 1, 2, donc moins 1 ici, puis 2 en haut. Ça, c'est le point moins 1, 2. Je rejoins le point avec l'origine. Ce vecteur ici représente le nombre complexe moins 1 plus 2i. Alors, une chose à remarquer ici, c'est que c'est quoi la longueur de ce vecteur OM? Si je prends le vecteur OM et je prends sa longueur, la longueur d'un vecteur qu'on a vu dans les sections précédentes, tout d'abord, je sais que le vecteur OM, quelles sont les composantes du vecteur OM? C'est M moins O, extrémité moins origine. L'origine, c'est 0, 0. Donc, les composantes de ce vecteur sont A moins 0, puis B moins 0, juste AB. Je connais les composantes de ce vecteur. C'est quoi la longueur de ce vecteur? Comme on l'a vu, c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré. Sachant les coordonnées, ou bien les composantes d'un vecteur, c'est comme ça qu'on cherche la longueur. Mais c'est quoi? Que représente ça pour le nombre complexe Z? Ça représente, comme on l'a vu, la valeur absolue de Z. Alright? Donc, lorsque je représente un nombre complexe Z géométriquement par le vecteur OM, dans le plan cartésien, la longueur de ce vecteur OM, ce n'est autre que le module, ou bien la valeur absolue du nombre complexe correspondant. Une autre chose qu'on peut parler ici, c'est la notion de l'argument d'un nombre complexe. Ça, c'est une notion qu'il faut clarifier ici un peu. Donc, l'argument de ce nombre complexe, ce que je fais, je prends l'angle que fait l'axe OX avec le vecteur OM. Donc, étant donné le nombre complexe Z égale A plus IB, je le représente par le vecteur OM dans le plan cartésien et je considère l'angle θ que fait l'axe OX avec le vecteur OM. Je considère cet angle. Alors ça s'appelle l'argument. Je la note comme arg. Donc l'argument de Z, c'est juste θ. N'est-ce pas? Donc θ, c'est l'angle que forme l'angle OM avec l'axe positif OX. Maintenant, il faut faire attention. Il faut faire attention ici. Quel est cet angle? Alors l'angle ici, je peux prendre cet angle, comme je peux prendre l'autre angle. N'est-ce pas? Une autre chose à savoir, si θ est un argument, alors θ plus 2π est un argument. Alors là, je considère ces angles. θ plus 2π, rappelez-vous que 2π, c'est 360 degrés, c'est-à-dire un tour complet du cercle. C'est-à-dire, si j'ai l'angle ici, j'ajoute 360 degrés, je retourne au même point. J'ajoute un autre 360, ainsi de suite. Donc ça, c'est aussi un argument. Parce que ça me donne le même valeur de l'angle dans ce cas. Donc, de même, j'ajoute un autre 2π. θ plus 4π, c'est aussi un argument. θ plus 6π, ainsi de suite. Donc, en général, θ plus 2kπ. K fois un tour complet du cercle. Lorsque je fais un tour complet du cercle, je reviens au même point, n'est-ce pas? 2π, c'est un tour complet du cercle. K est un entier. K fois 2π veut dire K fois tour complet du cercle. Donc, si j'ai un argument θ, je peux former une infinité des angles qui sont tous équivalents dans ce contexte. Il n'y a pas juste alors la notion d'un argument. Il y a une infinité des arguments dans ce contexte, n'est-ce pas? Mais, par exemple, si l'angle ici est 30, alors je peux ajouter 360, je trouve 390, je peux ajouter un autre 360, ainsi de suite. Tous ces angles s'appellent les arguments du nombre complexe. Hein? Tous ces angles s'appellent les arguments. Mais il y a un argument principal. Alors, si je prends, il y a un seul angle qui est compris entre moins π et plus π. Donc, c'est-à-dire je prends moins π inférieur ou égal à θ inférieur à π. Donc là, ici, c'est une inégalité stricte comme ça. Ça s'appelle, donc ça c'est moins ici, ça s'appelle l'argument principal du nombre complexe. Right? Donc, pour nous, on va adopter la notion de l'argument principal. Lorsqu'on parle de l'argument dans ce cours, on veut dire l'argument principal et pas n'importe quel angle. Donc là, on essaie toujours de
ramener notre argument, on prend juste l'angle, il y a juste un seul angle que forme ce vecteur avec l'axe OX et qui est compris entre moins pi et plus pi. Donc, l'argument de l'angle ici, l'argument de l'angle, du nombre complexe, qui est compris entre moins pi et pi, ça, pour nous, s'appelle l'argument principal. Et c'est cet argument qu'on va l'utiliser. Juste une... alright. Alors, étant donné un nombre complexe, que veut dire sa forme polaire? Que veut dire sa forme polaire? Tout d'abord, notez ici, avant de passer à une autre chose. Alors là, ça c'est la forme géométrique. Ça c'est l'angle θ. Donc cette distance c'est A, cette distance c'est B. Comment je trouve l'angle θ? Une façon de trouver l'angle θ. Alors dans ce triangle rectangle ici, dans lui, que vaut tangente θ? Que vaut tangente de l'angle dans un triangle? C'est côté opposé sur l'adjacent. Alors, côté opposé, c'est cette distance qui est B, divisé par côté adjacent qui est A. Et pour trouver θ, alors θ c'est arc tangente, ou bien tangente à la moins 1, tangente inverse. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une façon de trouver l'argument d'un nombre complexe. C'est une tangente inverse de cette valeur. Maintenant, on va parler de la forme polaire d'un nombre complexe. Alors, je vous donne un nombre complexe z égale a plus ib. Cette forme standard est correcte, mais elle n'est pas trop utile trop souvent dans des applications. La première chose à dire ici, c'est juste une notation qu'on va utiliser, malgré que ce n'est pas vraiment une notation, mais pour nous, ça va l'être. Une notation. Si θ est un nombre réel, alors pour nous, E, I, θ, I c'est toujours ce nombre complexe magique, I au carré égale à moins 1. E, I, θ veut dire le nombre complexe cosinus θ plus I sinus θ. Alright? Donc ça, c'est juste une définition. Au lieu d'écrire cosinus θ plus I sinus θ, on note ce nombre complexe par E, I, θ. Hein? C'est une notation. Par exemple, si j'écris E, I, pi sur 6, c'est quoi ça? Que veut dire ça? Ça, c'est le nombre complexe cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. C'est juste la définition. OK? Et je connais cosinus pi sur 6. Cosinus pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Plus I. Sinus pi sur 6, c'est juste une demi. OK? Donc, E, I, pi sur 6 veut dire le nombre complexe ayant racine carrée de 3 sur 2 comme partie réelle, ayant une demi comme partie imaginaire. Right. Donc ça, c'est juste une notation pour nous, pour savoir. Pour la forme polaire, alors, je retourne à la représentation géométrique du nombre complexe. Alors, vous avez le vecteur OM. Le vecteur OM ici. Ça, c'est M, le point M de coordonnées AB. Donc ça, c'est A. Et ça, c'est B. Bien sûr, ici, on a commencé avec le nombre complexe Z égale A plus IB. On a commencé avec ce nombre complexe. On l'a représenté géométriquement dans le plan cartésien comme ça. Et puis ça, c'est un argument. θ. Alright. Alors, toujours dans ce triangle, triangle rectangle ici, celui-là. Prenez ce triangle rectangle. Et je sais que la longueur du vecteur OM, comme on a vu tantôt, ça c'est le module de Z, n'est-ce pas? La longueur du vecteur OM, c'est la valeur absolue de Z, comme on a vu. Alors, prenez ce triangle rectangle en rouge et calculez cosinus θ, puis calculez sinus θ. Alors, c'est quoi cosinus θ? Cosinus θ, c'est l'angle adjacent, le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, n'est-ce pas? Ce qui veut dire A divisé par la longueur de Z, ou la valeur absolue de Z. Sinus de l'angle, c'est côté opposé, qui est B, divisé par l'hypoténuse, qui est
la valeur absolue de z, n'est-ce pas? Alors, cosinus θ égale à ça, sinus θ égale à ça. De la première, on tire que A, c'est cosinus θ fois valeur absolue. De la deuxième, on tire que B, c'est sinus θ fois la valeur absolue de z, n'est-ce pas? Donc, ce sont des choses très utiles dans ce cas. Et on retourne à la forme standard. Que vaut z alors? Que devient z? A qui est valeur absolue de z, cosinus θ, plus I fois B qui est valeur absolue de z, sinus θ. Je remplace A et B par leur valeur, comme ça. Et si je prends la valeur absolue de z en facteur, première valeur absolue de z en facteur, on retrouve cosinus θ plus I sinus θ, n'est-ce pas? Je trouve cosinus θ plus I sinus θ. Mais qu'est-ce qu'on a appelé cosinus θ plus I sinus θ? Ça, c'est le nombre complexe E, I, θ. Donc là, on retrouve à la fin, valeur absolue de z fois E, I, θ. Ça s'appelle la forme polaire du nombre complexe. Donc, bref, voici l'histoire. Commencez par le nombre complexe z égale A plus IB. Ce nombre complexe peut être transformé sous la forme suivante. Z égale valeur absolue de z. Ça, c'est une quantité qu'on peut calculer. C'est la racine carrée de A au carré plus B au carré. Fois E, I, θ. Ça s'appelle la forme polaire. Donc, c'est le même nombre complexe, mais écrit d'une autre façon qui s'appelle la forme polaire. C'est extrêmement utile, cette forme, comme vous allez voir plus tard dans d'autres cours que vous allez prendre dans des applications réelles. Donc, ça s'appelle la forme polaire. Comment passer de la forme standard à la forme polaire? Il me faut deux choses. Il me faut la valeur absolue de z, qui est très facile à calculer, et il me faut un argument de z. N'oubliez pas que θ, c'est un argument. Qui veut dire, argument, c'est l'angle que fait l'axe OX avec le vecteur OM. Donc, il me faut deux choses pour savoir la forme polaire. Alors, on va faire des exemples. Et vous allez voir pourquoi on a appelé ça EIθ, pourquoi on a adopté la notion exponentielle, parce que ça comporte comme les exponentielles réelles que vous avez vues dans le cours de calculus. Alors, par exemple, je vous donne ce nombre complexe, z égale, je ne sais pas, 1 moins i. Prenez ce nombre complexe et je vous demande la question, quelle est la forme polaire de ce nombre complexe? On procède par étapes. La première étape, c'est de calculer la valeur absolue de ce nombre complexe. Donc, on peut le z. C'est quoi la valeur absolue de ce nombre complexe? On va le réduire à cette forme. Donc, par définition, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire, c'est moins 1. Et donc, ça donne racine carrée de 2. Ça, c'est la première étape. Calculer la valeur absolue du nombre complexe. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire apparaître valeur absolue de z, qui est ça, en avant. Donc, notre nombre complexe, c'est 1 moins i. On va faire apparaître valeur absolue de z. Alors, c'est-à-dire racine carrée de 2. Alors là, racine carrée de 2. Prenez racine carrée de 2 en facteur ici. Prenez racine carrée de 2 en facteur. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste 1 sur racine carrée de 2. Moins 1 sur racine carrée de 2, i, n'est-ce pas? Regardez, en multipliant par racine carrée de 2, on retrouve exactement la même chose. Donc ça, c'est z. Right? Donc, première étape, calculer la valeur absolue de z, racine carrée de a au carré plus b au carré. Deuxième étape, factoriser la valeur absolue de z du nombre complexe z. Prenez ça en extérieur et divisez par à l'intérieur. Alors maintenant, ça ressemble un peu à ça, n'est-ce pas? Regardez la forme. Ça ressemble à ça parce que ça, c'est la valeur absolue. Maintenant, il faut que cette partie soit EIθ. C'est-à-dire cosinus θ plus I sinus θ. Donc, on cherche θ. On cherche θ tel que cosinus θ, c'est cette partie. Et sinus θ, c'est la partie imaginaire, c'est-à-dire moins 1 sur racine de 2. Alright? Bon. Alors, on cherche un angle θ, tel que le cosinus θ, c'est 1 sur racine de 2, et le sinus de θ, c'est moins 1 sur racine de 2. Ça, c'est cosinus, ça, c'est sinus.
Est-ce qu'on connaît cet angle? Mais si vous ne connaissez pas l'angle, vous pouvez toujours utiliser la calculatrice. Mais ça, c'est un angle remarquable. Hein? C'est quoi l'angle dont le cosinus est positif 1 sur racine de 2 et le sinus est le négatif moins 1 sur racine de 2. Si on oublie le négatif ici, si les deux sont positifs, je sais que l'angle c'est pi sur 4. Pour que le sinus soit négatif, on prend moins pi sur 4. Hein? Ce sont des identités trigonométriques. Donc le θ c'est moins pi sur 4. Est-ce que cet angle est entre moins pi et pi? N'oubliez pas qu'on prend par défaut, on prend l'argument principal. On prend l'angle qui est entre moins pi et pi. Est-ce que moins pi sur 4 est entre moins pi et pi? La réponse est oui. Donc là, notre nombre complexe, z égale, si vous voulez, troisième étape, z égale racine carrée de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Parce que l'angle ici, c'est moins pi sur 4. Ça, c'est la forme polaire de ce nombre complexe. Alright. Essayons un autre avec des propriétés. Essayons un autre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire le quotient et la multiplication de deux nombres complexes, mais sous forme polaire. Donc, voici l'exemple. On vous donne deux nombres complexes. Le premier, c'est racine carrée de 3 moins i. OK? Et le deuxième, c'est 1 plus i. Deux nombres complexes comme ça. Bon, il y a plusieurs questions ici que je vous pose. La première, c'est d'écrire la forme polaire de Z1 et de Z2. Deuxièmement, calculer la forme polaire de Z1. Bon, on veut ça. Forme polaire de Z1, forme polaire de Z2, forme polaire du produit et forme polaire du quotient. 4 choses à faire ici dans cet exercice. Donc la forme polaire de ces deux nombres complexes, puis la forme polaire de leur produit et la forme polaire de leur division. Bon, pour Z1, c'est quoi la forme polaire? Comment je trouve? Ça, c'est Z1. La première chose, c'est de trouver la valeur absolue de Z1. La valeur absolue de Z1 qui est racine carrée de 3 au carré. Donc, je vais l'écrire. Plus moins 1 au carré. Ça, c'est 3 plus 1 qui est 4, c'est 2. Alors, j'ai trouvé la valeur absolue de ça. Qu'est-ce que je fais par après? Je prends ma réponse en facteur. Donc, je factorise ma réponse du nombre complexe. Donc, il reste racine carrée de 3 sur 2, moins 1 demi i. Regardez, lorsque je multiplie par 2, je retrouve exactement ça. N'est-ce pas? Et donc, maintenant, ça, c'est le cosinus. Et ça, c'est le sinus. Trouvez-moi un angle dont le cosinus, c'est racine carrée de 3 sur 2. Et dont le sinus, c'est moins 1 demi. OK? Quel est cet angle? Donc, n'oubliez pas le 2. Exponentielle. C'est quoi l'angle dont le cosinus, c'est racine carrée de 3 sur 2? C'est pi sur 6. Parce que cosinus pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Et le sinus, c'est moins 1 demi. Donc, on veut moins pi sur 6. N'est-ce pas? Donc, l'angle, c'est moins i pi sur 6. Écoutez, il faut savoir cette petite identité trigonométrique. Vous avez droit à vos calculatrices, donc vous pouvez deviner c'est quoi l'angle dont le cosinus est égal à ça et dont le sinus est égal à ça. Donc ça c'est la valeur absolue de... Bon, ça c'est la forme polaire de Z1. Donc ça c'est Z1 sous forme polaire. On va faire de même pour Z2, le nombre complexe Z2. C'est quoi la forme polaire de Z2? Bon, ça c'est Z2. Trouvons tout d'abord sa valeur absolue. Donc la valeur absolue de Z2, c'est racine carrée de 2, n'est-ce pas? 1 au carré plus 1 au carré. Qu'est-ce que je fais par après, tout de suite? Alors, je fais ça. Je factorise racine carrée de 2 de Z2. Donc, je prends Z2. Donc, Z2 égale. Prenez la valeur absolue en facteur, comme ça. De ça. Il reste 1 sur racine carrée de 2. Plus 1 sur racine carrée de 2i. Ça ou ça, c'est la même chose. Mais l'avantage, c'est que j'ai maintenant la valeur absolue devant. Alright? Alors, c'est quoi? Donc, cette partie ici, c'est EIθ. C'est-à-dire, ça, c'est cosinus θ. Et ça, c'est sinus θ. Trouvez-moi l'angle dont le cosinus, c'est 1 sur racine de 2. Et dont le sinus, c'est 1 sur racine de 2. Clairement, l'angle θ ici, c'est pi sur 4. 45 degrés. N'utilisez jamais degrés pour passant, c'est toujours en radian.
Donc, mon nombre complexe Z2 s'écrit comme racine carrée de 2 fois E, I, l'argument principal qui est pi sur 4. Alright? Voilà, donc j'ai trouvé Z1 et Z2 de forme polaire. Maintenant, ils veulent la forme polaire du produit. Alors, que vaut Z1 fois Z2? Hein? Donc, Z1, c'est 2E moins I pi sur 6. Ça, c'est Z1. Que je multiplie par Z2 sous forme polaire. Ça, c'est la forme polaire de Z2. Racine carrée de 2E I pi sur 4. Et il y a un théorème dans les notes que vous avez probablement vu. Alors, 2 racines de 2 ici, 2 racines de 2. J'ai pris les deux modules, les deux valeurs absolues. Maintenant, exponentielle fois exponentielle. Comme vous avez vu pour les nombres réels, lorsqu'on multiplie deux exponentielles, on ajoute les exposants. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi on a appelé ça EIθ, parce que ça comporte comme les exponentielles réelles. Donc, ajouter ça à ça. Et là, je trouve E, I, moins pi sur 6, plus pi sur 4. J'ai pris le ion facteur en ajoutant les exposants. Et bien sûr, ça, c'est 2 racine carrée de 2. Et E, ici, je fais 4 moins 4 plus 6, 2 pi sur 24, donc pi sur 12. Alright? Donc, moins pi sur 6 plus pi sur 4, c'est pi sur 12. Et voilà la forme polaire du nombre Z1, Z2. Et je fais de même pour la fraction maintenant, ou bien la division. Alors que vaut Z1 sur Z2? Quelle est la forme polaire de Z1 sur Z2? Remplacez chaque nombre complexe par sa forme polaire. La forme polaire de ça, on vient de l'effacer, c'est 2 exponentielle moins I pi sur 6. Ça, c'est la forme polaire du Z1. Divisé par la forme polaire de Z2 qui est 2 racine carrée de 2 E I pi sur 2. Et comme pour les exponentielles réelles, je répète que c'est pourquoi on a adopté la notation exponentielle. Donc, je fais le rapport des deux modules, c'est-à-dire ça divisé par ça, il reste 1 sur racine de 2 ici. Puis, lorsqu'on divise les deux exponentielles, on retranche les arguments, n'est-ce pas? On retranche les exposants. On va voir moins I pi sur 6 et moins I pi sur 4. Alright? Donc, je fais la soustraction de ces deux choses. Celui en haut moins celui en bas. Et là, je trouve 1 sur racine de 2. Prenez-les en facteur. Je trouve donc moins 10 pi sur 24, c'est-à-dire moins 5 pi sur 12. Alors, ça, c'est la forme polaire. Ça, c'est la forme polaire du nombre Z1 divisé par Z2.